Bienvenue sur votre magazine RH. Au sommaire ce mois-ci, les entreprises où il fait bon travailler, avec la rencontre de Patrick Dumoulin, directeur France de Great Place to Work. Les résultats de l'étude Ségos Dauphine, pas très flatteurs pour les collègues au travail. Comment bien communiquer avec vos interlocuteurs russes. Un livre coécrit par Nathalie Laurin, directrice d'itinéraire interculturel, et le Cercle Kondratiev. Les GRH toujours dans le flou depuis 2008. De nouveaux outils pour favoriser le recrutement à l'international, mais aussi les remises de trophées et les événements à venir. Quelles sont ces entreprises où il fait si bon travailler? À l'occasion de la sortie du livre « Ces entreprises où il fait bon travailler », coécrit par Michael Burchell et Jennifer Robin, nous nous sommes intéressés au palmarès Great Place to Work 2011. Alors cette année, pour les entreprises de plus de 500 salariés, PepsiCo France monte sur la première marche du podium, suivi par Microsoft et Leroy Merlin. Concernant les entreprises de moins de 500 salariés, pour la première fois, nous avons une entreprise française, Octo, spécialiste des systèmes informatiques qui se retrouve en tête du classement. WL Gore, spécialisé dans le Gore-Tex, monte sur la deuxième marche du podium. Et Accuracy, spécialisé dans le conseil financier en entreprise, termine troisième au classement. Mais alors, quelles sont ces bonnes pratiques et comment reconnaît-on une entreprise où il fait bon travailler? C'est ce que nous sommes allés demander à Patrick Dumoulin, directeur France de Great Place to Work. Créer un cadre de travail agréable, c'est simple et aussi compliqué. C'est simple parce que c'est la volonté de la direction générale qui a vraiment cette volonté de faire son entreprise une entreprise où il fait bon travailler. Donc c'est une volonté qui part du sommet. Une entreprise où il fait bon travailler, c'est simple. Les salariés ont confiance dans leur management, sont fiers de leur travail et de leur entreprise et apprécient l'ambiance conviviale qui y règne. Intéressant, c'est Octo Technologies, donc les numéros 1 du palmarès de moins de 500 salariés. Beaucoup de bonnes pratiques aussi. Une qui est intéressante, c'est leur culture du feedback systématique. Et il y en a une aussi qui est intéressante, qui est les O3. Ce sont des entretiens one-to-one qui sont extrêmement fréquents. Et concernant les petites entreprises, un exemple, l'Ixir, qui a des entretiens systématiques de fin d'intégration qui permet de faire un point précis avec les nouveaux arrivants et de tout de suite se projeter sur l'avenir. Interparfums aussi parce qu'ils ont un sens de la célébration tant pour les événements personnels que professionnels qui se traduisent par des petits déjeuners très sympathiques ou par des réunions en dehors de l'entreprise qui consistent aussi à mettre une excellente ambiance dans l'entreprise. En parlant d'entreprise où il fait bon travailler, au vu de l'étude Ségos Dauphine sur les pratiques de la diversité, parue fin juin, il semblerait que les collègues de travail ne favorisent pas toujours la bonne entente. Pour un tiers des 1045 salariés interrogés, ce sont même les premiers acteurs de discrimination, loin devant les managers jugés responsables par 28% des sondés et les membres de la direction générale par 15% des salariés. Les pratiques discriminatoires, en revanche, prendraient une forme plus insidieuse. Fausses rumeurs, moqueries sur l'âge, l'apparence physique, une preuve supplémentaire de l'urgence qu'il y a pour les DRH à lutter contre les stéréotypes. Peut-être le moment donc d'assister les 22 septembre, 20 octobre et 17 novembre au groupe de travail sur le management de la qualité de vie au travail en tant que levier de performance durable, organisé par l'ANVI, animé par Thierry Rochefort, professeur associé en GRH. Le premier volet de cette série aura lieu de 14h15 à 17h30 à Paris le 22 septembre. Renseignements et inscriptions auprès de Didier Davillard que vous pourrez contacter à l'adresse suivante: didier.davillard@envie.fr. Des clichés sur les Russes et la Russie qui perdurent. Pour y remédier, un ouvrage bien communiqué avec vos interlocuteurs russes, coécrit par Nathalie Laurin, spécialiste de l'interculturel, le Cercle Kondratiev. Alors l'objectif, mieux faire comprendre la Russie à un public français pour favoriser notamment la relation économique franco-russe. Une réunion présentant la Russie et les différences culturelles entre Russes et Français était organisée à cette occasion début juillet par Itinéraire interculturel. Une équipe de News21.tv s'est rendue sur place. On s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de DRH ou d'entrepreneurs qui ont encore sur la Russie des images de soviétisme, une certaine planification, une certaine administration, pas du tout d'esprit entrepreneurial. Et donc en fait, on s'aperçoit que la Russie a beaucoup changé et que les Russes ont également beaucoup d'attentes quant à la présence des entreprises françaises en Russie. Mais finalement, quel serait l'expatrié idéal ?
Alors l'expatrié idéal, c'est quelqu'un qui naturellement est ouvert aux autres cultures, qui est capable de travailler tout en faisant appel à ses émotions. C'est à la fois une personne bien sûr compétente techniquement, et il faut voir que les Russes apprécient beaucoup les managers qui ont une compétence technologique ou une certaine formation supérieure. Le titre d'ingénieur par exemple est extrêmement bien accepté par les Russes, mais c'est aussi quelqu'un qui est capable de faire appel à son intelligence émotionnelle. Une réunion qui aura permis de lever quelques incompréhensions culturelles auxquelles sont parfois confrontés les RH. J'ai appris essentiellement beaucoup de valeurs sur la Russie, tout cet aspect vraiment de passion, notamment les éléments sur... on a beaucoup parlé de leur façon de vivre les équipes projets. Ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas et qui va sûrement beaucoup m'aider à comprendre quand on essaye de faire un programme, de faire des forecasts avec des deadlines, etc. On a effectivement un petit peu de mal parfois à comprendre pourquoi on ne fonctionne pas tous de la même façon, état d'urgence et autres. Et ça va beaucoup m'aider en fait à relativiser et à essayer peut-être de reformuler et d'attendre peut-être un peu plus que eux soient dans leur... un peu plus dans leur façon de fonctionner à la locale. Sachez qu'Itinéraire Interculturel propose des formations interculturelles pour de futurs expatriés travaillant avec les Russes ou des équipes projets. Les GRH toujours dans le flou. Depuis la crise de 2008, les gestionnaires en RH ont du mal à se départir de l'attentisme ambiant. L'enquête réalisée par l'APEC auprès de 1000 gestionnaires RH met ainsi en évidence une tendance au repli en interne de la part des équipes RH, tant sur le plan quantitatif des politiques RH que sur le plan qualitatif. L'innovation dans les démarches RH semble donc mise à mal ces derniers temps. Un outil qui facilite le recrutement à l'international. L'UMES, spécialiste des solutions de gestion de talent, a lancé un nouveau logiciel de e-recrutement en ligne. Une aubaine pour les entreprises à la recherche de nouveaux profils. Underhead, experte des services prépayés aux entreprises, a opté pour ce logiciel afin d'optimiser son recrutement interne et externe au niveau international. La rubrique postulée chez Underhead est désormais disponible aussi bien sur le site internet que sur l'intranet de l'entreprise. Petit plus non négligeable, la réduction du travail administratif habituel. Mais l'UMES ne s'arrête pas là et lance dès cet été une application de recrutement sur smartphone et tablette tactile. L'application disponible sur Android, iPhone et BlackBerry permet ainsi la mise en relation de candidats et recruteurs directement sur son téléphone, avec une mise à jour des profils en temps réel et la possibilité de partager des offres sur les réseaux sociaux. Si cette application vous intéresse, il vous suffit de télécharger l'application en ligne directement sur son smartphone. Sterling ouvre un nouveau bureau. Prestataire d'accompagnement à la mobilité internationale, Sterling compte déjà de nombreux bureaux en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, Espagne, Allemagne, France, Royaume-Uni et Hong Kong. Et depuis fin juin, vous pouvez également retrouver son réseau d'experts à Genève, en Suisse. Alors n'hésitez pas à les contacter pour des transferts de collaborateurs. Être déménageur et s'investir dans des actions de charité et de développement durable, c'est possible. Krone Déménagement en est un exemple avec Charity in Motion qui a déjà construit 2 écoles pour orphelins au Cambodge ou encore Destination Green dans lequel la Grande-Bretagne a investi dans des véhicules de livraison électrique. Toujours dans cette optique, le 7 juillet est organisée au golfe de Béthemont une conférence sur le thème du développement durable. Comment une société implique-t-elle ses salariés dans des démarches d'éco-citoyenneté? Quels sont les leviers à utiliser? Ou encore, quelles sont les actions concrètes réalisées par les entreprises et les collectivités locales? Autant de thématiques qui seront traitées ce 7 juillet. Et on termine ce magazine avec la remise du trophée du Capital Humain 2011, remis à Saint-Gobain le 28 juin dernier. Le jury l'a distingué pour la qualité et la cohérence de ses actions en faveur du capital humain, ainsi que pour l'implication de son management dans cette démarche. Jean-Paul Agon, président-directeur du groupe L'Oréal, leur avait remis ce trophée. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous maintenant à la rentrée pour de nouvelles actualités RH.